Merci beaucoup Blanche, je pense que vous tenez le choc. C'était très dense et passionnant. En écoutant ce qui nous a été dit, je me disais qu'on avait un autre titre pour notre soirée, ça serait le parti de la dignité. Parce que Alliance Vita, qui porte dans sa ligne de base, rappelé tout à l'heure, solidaire des plus fragiles, finalement a un parti pris de cette dignité humaine dont on vient de nous parler à 2 reprises de manière brillante. On a mis finalement la barre assez haut. Si je synthétise un peu dans mon introduction, à la fois nous devons, nous tous dignes, nous montrer, si je ne me trompe pas, à la hauteur de notre propre dignité, avoir un comportement digne, ce que nous avons tous dans les 120 villes en ce moment même. Ensuite, on est appelé à témoigner aux autres, à chacun de leur dignité, et lorsque leurs conditions de vie semblent s'éloigner de ce qui est nécessaire et juste pour un être humain, de venir leur apporter ces conditions de vie dignes pour qu'ils soient consolés et qu'ils retrouvent aussi le sentiment de leur dignité qu'ils peuvent avoir perdue. Et puis enfin, cette dignité humaine nous pousse aussi à respecter la création, à respecter la nature et sans doute aussi à vouloir léguer aux générations futures des conditions de vie dignes comme celles que nous avons héritées de nos ancêtres. La barre est vraiment, vraiment haut. La dignité est à la fois finalement un moteur, un mobile, un but, un objectif, tout à la fois. On a envie de dire, voilà, toujours plus de dignité. Grande exigence. Alors comment relever ces défis ? Au fond, je voudrais d'abord, dans une première partie, vous réfléchir avec vous comment est-ce qu'on peut agir politiquement au service de la dignité. C'est un jeu biopolitique, la politique c'est l'art du meilleur possible, hein. Comment donc on peut concrètement agir pour la dignité. Je propose d'abord, pour faire bouger les choses, de prendre un peu de recul, en regardant hier et ailleurs. Parce que ces débats ne datent pas d'aujourd'hui. Je pense à la controverse de Valladolid. Vous la connaissez, au XVIe siècle, le légat du pape discute pour savoir si ces Indiens d'Amérique sont humains ou pas. Est-ce qu'ils doivent être respectés comme des êtres humains ou est-ce qu'on peut les rendre en esclavage ? Et grand-père Charles Quint interrompt l'esclavage des Indiens d'Amérique en disant « je voudrais agir avec justice et en sécurité de conscience ». C'est la question qui nous est posée aujourd'hui vis-à-vis d'autres sujets. Car Jacques Testard nous dit, auteur avec René Friedman du premier bébé éprouvette français, nous dit « les embryons dans nos laboratoires, on en parlera la semaine prochaine, je crois, eh bien, sont les nouveaux Indiens d'Amérique. Ils n'ont pas d'or, mais ils ont des cellules, et nous sommes tentés de ne pas reconnaître comme êtres humains ceux qui peuvent nous rendre service. » Voilà pour un petit coup d'œil sur le passé, ces grands débats qui, au fond, nous rappellent, comme pour l'esclavage, comme pour l'eugénisme, que déjà d'autres avant nous se sont battus contre peut-être certains esprits de leur temps pour que la dignité soit reconnue aux êtres humains. Et puis ailleurs, je pense à la Chine. On s'est un peu disputé avec Caroline Roux parce qu'on ne savait pas combien il manque d'Indiens et de Chinois du fait de l'indignité reconnue aux femmes dans ces pays, dans cette culture, au moins pour une partie d'entre elles, au point que, dit-on, il manquerait à peu près 40 à 60 millions d'Indiens, d'Indiennes, 40 à 60 millions de Chinoises parce qu'elles ont été écartées. Autrefois, c'était après la naissance, maintenant c'est avant la naissance, avec des déséquilibres démographiques extrêmement dangereux sur la pyramide des âges, mais surtout un scandale vis-à-vis de la dignité, de l'égale dignité entre l'homme et la femme. Ça, c'est ailleurs. Et ça nous permet peut-être de ne pas trop regarder en face ce qui est la situation d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est notre implication, justement, après avoir pris du recul. C'est le ici et maintenant, évoqué en introduction. C'est une phrase de Václav Havel qui conseille sur le plan politique de rester sur le ici et maintenant plutôt que de faire des promesses assez lointaines. Et là, moi, je proposerais 2 critères pour éviter de rester ensemble à ce qui serait juste un commentaire, une constatation de la vie politique ou de la vie des mœurs de notre société, voire une déploration. Ces 2 critères sont la proximité et la complexité qui vont ensemble. Et vous le savez bien, nous le savons bien, chacun est expert dans un domaine particulier, là où notre cœur a vu une indignité, une situation difficile. Lorsque nous plongeons dans la proximité, on rencontre la complexité. Et donc, on n'est plus dans la critique que Tocqueville faisait aux Français. Je parle aussi, bien sûr, à des ressortissants amis d'autres pays, mais en France, vous savez, Tocqueville disait « on a trop l'habitude des idées générales ». Et donc, c'est important de plonger dans le réel. Alors, le réel, il y a 2 exemples. Proximité. Le père Wresinski, fondateur de ATD Quart Monde, qui a bien connu Henri de Sauce, il demandait que l'on recueille la parole des pauvres à la virgule près, qu'on ne l'interprète pas, qu'on ne la dénature pas, mais qu'on la note. Voilà la proximité, pour vraiment entendre ce qu'ils ont à dire et donc s'approcher des réalités.
Et puis la complexité, je pense à la fin de vie. Et c'est vrai que j'ai piqué une colère, nous avons piqué une colère lorsqu'on a vu qu'on prétendait régler partiellement la question de ce qu'on appelle, et c'est un peu un slogan, le mal mourir en France, par l'idée d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais combien la fin de vie de nos proches est plus compliquée que cette éventuelle possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et lorsque on regarde les travaux de ceux qui sont dans la proximité, sur nos amis spécialistes de la fin de vie ici même, on s'aperçoit qu'en fin de vie, il y a des centaines et des centaines de questions qui se posent, bien d'autres questions que la question de l'euthanasie éventuelle ou de suicide assisté. Et le professeur de Broca, qui a travaillé avec l'espace éthique de Picardie, a recueilli 2000 verbatim. Il n'y en avait qu'une petite centaine qui avait trait à l'administration de la mort, et pour l'essentiel, c'était sous la forme de peur ou de risque de tentation. Il y avait très très peu de verbatim qui étaient attirés par l'idée de l'euthanasie. Tous les autres, c'est les problèmes concrets de la fin de vie, c'est-à-dire le maintien à domicile ou peut-être l'hospitalisation, la lutte contre la douleur, l'aide à l'aidant de proximité, toutes sortes d'autres choses qui nous concernent lorsqu'on est proche de personnes en fin de vie et qu'on essaie de les aider. Alors, ça nécessite cette proximité et cette complexité de ne pas rester seul dans ce que, lorsque nous travaillons à la dignité, à son respect, à son maintien de ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Et là, j'aurais encore deux petits critères qui s'entrecroisent, c'est des formules, mais qui ont beaucoup de sens pour moi. Revenir au réel, c'est ce que j'essaie de faire avec vous sur ces deux sujets. Et puis, tout est lié. Deux exemples, ce qui se passe en Méditerranée. Ces personnes qui se noient en Méditerranée. Nous avons bien conscience, et là, moi, je dirais avec... qui a dit je ne sais pas tout à l'heure? Quelqu'un a dit je ne sais pas, c'est notre président peut-être? Eh bien, c'est ça, hein, c'est toi, François-Xavier. Il y a bien moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pour aborder ce sujet, eh bien, il faut avoir le cœur ouvert à ces personnes, à ces vies perdues en Méditerranée. Il faudrait connaître les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient dont ils sont issus. Il faudrait connaître leur situation en France, se pencher sur tout cela. Quelle complexité! Et ça décide de se former, de se relier, de s'impliquer, plutôt que d'avoir peut-être des idées toutes faites que je ne me permettrais pas d'avoir. Et autre exemple, que tout est lié, je pense à ces, paraît-il, 4 millions de personnes en France qui n'ont pas 3 conversations suivies par an. 4 millions de nos contemporains, beaucoup de personnes âgées, n'ont pas 3 conversations suivies par an. Voilà cette euthanasie sociale dont on parlait tout à l'heure. Quel est le sens de lutter pour le respect de la vie si on découvre nos voisins morts depuis une semaine ou 15 jours dans les appartements de nos paliers d'immeubles? Et tout est lié. Donc cette exigence de la dignité passe par ces critères de complexité et de proximité. Deuxième partie, il y a vraiment, on l'a vu, une bataille politique et juridique autour du mot, une bataille autour du mot dignité, une bataille autour des lois, des cas médiatiques, des décisions de justice. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne veux ni lui faire de la publicité ni le contester, mais on a entendu François Fillon l'autre jour dans une parole emblématique, c'était il y a moins d'une semaine, c'est pour ça que je la cite, nous dire que, accusé pour telle ou telle raison, voilà, il ne prendra jamais de décision contraire à la dignité humaine. Voilà ce qu'il a dit pour se défendre d'accusations sur son programme. Alors ce sont des mots qu'on a envie, bien sûr, vous et moi, tous, je pense, de prendre au mot le moment venu sur tel ou tel sujet qui nous tient à cœur. Et puis je pense aussi à Manuel Valls, et là c'est plus particulier, car le 10 novembre 2009, il défendait une proposition de loi en faveur, une de plus, de l'euthanasie. Et là, et c'était exceptionnel, j'en ai parlé à quelques philosophes, il a pris parti vraiment pour une posture relativiste de la dignité. Je cite, il était rapporteur de la proposition de loi, ne craignant pas d'assumer la confrontation noble de deux définitions de la dignité humaine, je cite toujours le commentaire de sa proposition de loi, pour les opposants à l'euthanasie, la dignité est une dimension inhérente à la vie humaine. Quelles que soient les conditions d'existence d'un individu, sa dignité reste inaltérable et s'impose à lui, il n'est jamais libre d'en juger. Je poursuis le texte. À l'inverse, pour les partisans de l'euthanasie, la dignité est une propriété dépendant de la qualité de vie. Elle ne s'appuie sur aucune forme de transcendance et laisse chaque individu en mesure de l'apprécier pour lui-même. C'est sur la base de cette dernière définition que notre proposition de loi fait référence à la fin de vie dans la dignité. Alors c'est assez exceptionnel parce que la plupart des propositions de loi ne se tranchent pas. Mais là, vous voyez, on voit la bataille. La bataille. Est-ce que nous sommes relativistes dans cette matière de dignité ou alors est-ce que nous allons nous battre pour que toute la vie et la vie de tous, tout l'homme et tous les hommes bénéficient de cette dignité qui les définit. Donc il s'agit d'une certaine manière de traquer le relativisme. Alors, quels sont les thèmes sur lesquels il y a aujourd'hui des enjeux majeurs en termes de dignité? J'en donnerai
schématiquement trois. Tout ce qui touche, bien sûr, on l'a évoqué ensemble, la maladie, la dépendance, la fin de vie, où il y a cet affrontement. Toutes les lois qui affirment qu'il y a un droit de finir sa vie dans la dignité, le libellé trompeur autour du mot dignité, en tout cas qui ouvre le débat entre les deux types de dignité qu'évoquait tout à l'heure Damien Leguet. Et on a envie de répondre, droit d'être respecté dans sa dignité jusqu'à la fin de sa vie. Mais quelle exigence d'action pour nous tous, bien sûr. Il y a là un débat continu qui va rebondir dans les années à venir, et vous savez à quel point Alliance Vita et bien d'autres se sont battus pour que les personnes en fin de vie ne soient pas considérées comme déjà mortes, comme on l'a dit il y a quelques minutes. Deuxième type de thème, tout ce qui touche au corps humain, au respect du corps humain. Et là, il y a différents sous-thèmes, la question de la procréation, la gestation par autrui, éclatement du corps de la maternité entre trois femmes, pour nous, pour beaucoup, et pas seulement pour nous. Et en France, dans tous les champs de l'échiquier politique, on entend une protestation au nom de la dignité de la femme contre cet éclatement. Et on a aussi tout ce qui touche à la sexualité. La sexualité humaine est-elle porteuse d'une dignité particulière liée à l'humanité? Le tabou de l'inceste est-il une conséquence de cette dignité de l'homme? La prostitution est-elle une atteinte à la dignité? Oui, pense la France, qui est dans ce domaine encore abolitionniste. La France a une position abolitionniste par rapport à la prostitution. On pourrait aussi évoquer la pornographie. Et puis la question qui est récurrente désormais, et un sujet extrêmement sensible, des prétendus, j'ouvre des guillemets, aidants sexuels pour des personnes concernées par le handicap. Et j'ai débattu l'an dernier avec M. Nuss qui porte une revendication pour qu'il y ait des personnes plus ou moins fonctionnalisées qui apportent des services sexuels comme la réponse à un droit inaliénable de la personne. Et ma réponse, je l'ai fait publiquement devant lui, alors qu'il avait des très beaux propos sur le handicap par ailleurs, c'est vraiment de contester la dégradation indigne que ce type de proposition comporte vis-à-vis des personnes handicapées. Mais bien sûr, c'est un débat complexe que je vais pas forcément avoir ici. Et enfin, toujours sur le corps, il y a le risque d'une forme de nationalisation des corps qui serait indigne. On le voit qui pointe au travers de la réforme du don d'organes, où maintenant on est tous supposés les donner. Et là, on peut retrouver ce que Michel Foucault évoquait quand il disait biopolitique. C'est un peu un pied de nez à Michel Foucault qu'on ait choisi le thème de la biopolitique, mais là, justement, il y a cette question qui est sous-jacente. Il évoquait la biopolitique en disant que progressivement, le libéralisme économique ou l'étatisme allait prendre en charge nos corps, utiliser nos corps, un peu comme des moyens de la puissance du pouvoir, dans son système qu'il appelait de savoir-pouvoir. Je ne suis pas un expert de Foucault, mais je reconnais qu'aujourd'hui, avec les grandes campagnes pour le don d'ovocytes, avec tout ce qui est dit notamment sur les dons d'organes, le risque serait que le corps des hommes ou que les organes des hommes soient considérés comme des outils au service de politiques étatiques. Et là, il y a un véritable risque où se rejoignent d'ailleurs l'exercice du pouvoir étatique d'un côté et puis des développements industriels ultralibéraux comme on en voit dans des pays anglo-saxons. La France, pour l'instant, résiste à la marchandisation du corps, au nom justement de l'éthique. Le Conseil d'État disait à propos de la gestation par autrui que la France n'a pas à se caler sur le moins-disant éthique. Pourquoi? Pour des questions de dignité, pour lesquelles la France, on l'a vu avec le fameux arrêt de Morsan-sur-Orge, cité implicitement par Aude tout à l'heure, la France résiste. Alors, troisième type de sujet, après la maladie ou la dépendance, le corps, eh bien, c'est la misère. J'en suis moins expert, bien sûr, mais vous savez qu'il y a un comité de lutte contre l'esclavage moderne qui se développe et qui a réussi à faire passer une loi le 5 août 2013 pour des conditions de travail et d'hébergement contre les conditions de mariage et d'hébergement contraires à la dignité, contre des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, parce que dans notre pays, pas seulement dans des belles ambassades, ça peut être à la campagne, en ville, dans n'importe quelle classe sociale, des gens subissent un esclavage indigne dont il faut les protéger. Même chose pour les migrants et les réfugiés, même chose peut-être pour les détenus qui parfois vivent dans des conditions indignes. Alors il y aurait finalement, je conclus, 3 marqueurs. Les pauvres, fragiles ou exclus, la sexualité humaine, et puis le corps humain. Et finalement, et je conclus cette fois à faire une ouverture qui est peut-être une inquiétude aussi, l'homme se trouve aujourd'hui pour demain coincé entre l'animal et le robot.
coincé entre les antispécistes qui ont été évoqués avec Peter Singer en introduction par Martin Stephens, qui considèrent que l'homme n'a pas de dignité spécifique par rapport à l'animal, et les transhumanistes qui considèrent que le robot pourrait avoir des droits et éventuellement une dignité. On va devoir donc défendre dans l'avenir la condition humaine, proprement humaine, l'humble grandeur de l'homme et cette dignité. Et je dirais peut-être définir et protéger le sanctuaire de notre identité humaine, donc de la dignité, ça nécessite de faire l'expérience d'émerveillement devant la dignité de l'homme, du plus fragile. Et cette expérience-là, c'est à partir de celle-là qu'on va pouvoir avoir une action biopolitique efficace, digne de ce nom. Je vous remercie.